Alors pour planter le décor, nous allons à présent aborder l'évolution de la fonction performance et reporting face à la crise et aux pressions budgétaires. Alors pour en parler, on va recevoir Franck Ibalo, directeur administratif et responsable de contrôle des risques chez Covea. Alors plus précisément, Franck est en charge du service reporting performance et risques. Il dirige les pôles chaîne titres et systèmes d'information de la société. Il est également membre du club Ampère, Asset Management Performance et Reporting. Merci de l'accueillir chaleureusement. Bonjour à tous. Donc, vaste sujet que l'évolution de la fonction performance et reporting. Donc, nous allons la traiter au travers, effectivement, de la crise et des pressions budgétaires, mais il faut savoir que depuis un certain nombre d'années, cette fonction a considérablement évolué. C'est ce que je vous propose de voir à travers cette présentation. Donc, premier point, je pense qu'il est intéressant de s'intéresser sur le positionnement dans la chaîne de valeur des sociétés de gestion de cette fonction. Donc, la première chose, c'est que c'est une fonction qui est située en aval des décisions d'investissement. Elle a notamment pour mission de rendre compte de l'activité des portefeuilles. Alors, qu'est-ce que signifie ce positionnement en aval des décisions d'investissement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une fonction qui utilise principalement les données qui sont utilisées par les fonctions en amont, donc notamment la gestion. Et pour pouvoir rendre compte convenablement de l'activité des portefeuilles, l'activité reporting et performance s'appuie sur des données qui sont déjà présentes dans des systèmes d'information et utilisées dans les processus de décision. Alors son positionnement lui confère un rôle de concentrateur, d'agrégateur et de diffuseur de l'ensemble des données de portefeuille. Donc à travers ce positionnement, on peut déjà dire que c'est certainement l'un des plus gros consommateurs de données au travers des sociétés de gestion, puisque effectivement elle compile les données, les agrège et les diffuse en fonction des différents clients. Alors comme je vous l'ai dit, au cours des années 2000, la fonction performance et reporting a vécu des changements importants. Alors il est intéressant de les identifier au travers deux points intéressants selon moi. Le premier, c'est la mise en avant du métier comme vecteur de valeur ajoutée. Alors, pourquoi en tant que vecteur de valeur ajoutée? Tout simplement parce qu'au fil du temps, les sociétés de gestion ayant du mal à se différencier tant sur la partie performance ou sur la partie style de gestion, ont dû réfléchir à trouver des nouveaux vecteurs de commercialisation. Et pour ce faire, ils se sont beaucoup appuyés sur la fonction reporting qui est devenue finalement un élément différenciant des sociétés de gestion. Le deuxième point concerne la modification de l'approche métier, puisque effectivement, jusqu'aux années 2000, on avait affaire à une fonction qui était principalement articulée sur la donnée, on va dire, middle to back, donc c'est-à-dire principalement des données comptables. Et puis au fur et à mesure, ce métier s'est rapproché des fonctions front to middle, et donc s'appuyait de plus en plus sur des données dit front. Alors rassurez-vous, le fameux débat de se poser la question, est-ce qu'on fait du reporting à partir de données comptables ou à partir de données de gestion est toujours présent. Néanmoins, on peut dire qu'aussi, au travers l'outillage des sociétés de gestion, on se retrouve très rapidement avec des données qui sont très proches entre des données dites front et des données dites back, ce qui fait que le débat a tendance à s'amenuiser au fil du temps. Alors par ailleurs, nous assistons depuis plusieurs années à une évolution de l'environnement qui se caractérise par deux points importants. Le premier, c'est un besoin de rendre compte de plus en plus précis. Le second, c'est un besoin de rendre compte qui est de plus en plus coûteux. Alors vous me direz, certainement, l'un ne va pas sans l'autre, et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Alors, le premier point qui peut expliquer ce besoin de rendre compte de plus en plus précis, c'est l'impact des marchés financiers. Donc, depuis une trentaine d'années, nous assistons à une évolution de ces derniers. Alors, le premier point, c'est concernant le fonctionnement et les innovations produits. Nous avons pu voir la financiarisation du monde, l'internationalisation des marchés, puisque aujourd'hui nous sommes sur des marchés mondiaux, plus sur des marchés locaux. L'avenue, par exemple, de l'euro a aussi considérablement contribué à cette internationalisation. Le deuxième point, c'est la complexification des produits traités. Donc, on a pu le voir, la crise des subprimes, donc, à titre d'exemple, qui nécessite effectivement, on va dire, une nécessité de transparence de plus en plus accrue. Alors, le deuxième point, c'est en termes d'image, puisque les marchés financiers ont été en quelque sorte diabolisés depuis quelque temps et sont principalement mis en exergue comme étant les principaux responsables des maux économiques et financiers qui peuvent se produire. Et donc par rapport à ça,
Afin de rassurer notamment les investisseurs, nous avons forcément la nécessité de devoir effectivement avoir des reportings qui sont de plus en plus précis afin de mettre en exergue effectivement une transparence accrue. Alors, le deuxième point qui impacte ce besoin de rendre compte de plus en plus précis, c'est l'impact des réglementations. Depuis une vingtaine d'années, alors que dire, si ce n'est constater une accélération de la fréquence et de l'ampleur des crises financières. Alors par définition, à chaque fois qu'il y a des crises, il y a toujours une nécessité de venir rassurer les investisseurs. Les autorités de régulation ont elles aussi tendance à venir ajuster les réglementations déjà existantes, en créer de nouvelles si ce n'est nécessaire, et puis surtout de créer des organismes de contrôle. Alors la conséquence, effectivement, c'est qu'on se retrouve aussi très cadré, donc avec une nécessité de produire des reportings réglementaires, une standardisation de l'information, la fréquence, n'en parlons pas, des directives comme Solvabilité 2 vont arriver et vont confirmer ce point. Et ensuite, on voit aussi un niveau de granularité des modèles à produire qui sont de plus en plus complexes. Par ailleurs, on voit effectivement l'encadrement par des règles strictes. Et parfois, malheureusement, la réglementation n'a pas toujours l'effet escompté, puisque ça peut aussi produire l'effet inverse avec certaines règles qui peuvent paraître un petit peu opaques. Alors, la slide suivante est juste la matérialisation de ce que je viens de vous dire à l'instant. C'est-à-dire que ce qu'on peut constater, c'est que les crises, on va dire, entre 1929 et les premiers chocs pétroliers sur le milieu des années 70 ont fait que c'était relativement tranquille, entre guillemets. La réglementation, on a assisté à une dérégulation financière pendant un certain nombre d'années. Et puis, quand on regarde bien, on voit effectivement cette accélération des crises donc à partir du milieu des années 70 pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et parallèlement à ça, on voit bien la réglementation, elle, qui se crée au fur et à mesure, tout en sachant que là, à l'inverse, les organisations n'ont cessé d'évoluer, de se créer ou encore d'évoluer. Enfin, donc, concernant ce besoin de rendre compte de plus en plus précis, on voit l'impact de l'exigence des investisseurs. Alors, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, on voit un accroissement de la méfiance et la défiance des investisseurs. Donc, par rapport à ça, forcément, on se retrouve dans une nécessité de transparence accrue. Par ailleurs, on voit aussi la réglementation qui nécessite ce besoin de transparence. Le deuxième point, et qui me paraît très important, c'est l'accroissement de la maturité des investisseurs sur les marchés. Donc cet accroissement, je pense qu'il est intéressant de stipuler, notamment au travers des investisseurs institutionnels, puisque aujourd'hui nous avons à faire face à des investisseurs qui sont de plus en plus matures, qui ont de plus en plus de connaissances sur le fonctionnement des marchés financiers, et finalement qui demandent eux aussi également des informations de plus en plus précises, chose qui n'était pas prégnant auparavant. Mais finalement, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ces reportings sont de plus en plus précis. Alors, une fois qu'on a dit qu'on avait un reporting qui était de plus en plus précis, il faut aussi se poser la question, quel est le coût de ce reporting? Alors, les choses ne vont pas en s'arrangeant, parce que comme il est plus précis, il est certainement plus coûteux. Alors, pour différentes raisons. Déjà, on a vu que sa consommation de données s'est accrue sur les années. Alors, ce qui est important, c'est par rapport au positionnement que je vous ai proposé initialement. Ça reste quand même une fonction qui est en aval des décisions d'investissement, qui est consommatrice de données qui sont déjà présentes dans le système d'information et déjà utilisées par les différentes fonctions en amont de la société de gestion. Donc, pourquoi sa volumétrie a augmenté? La première chose, c'est le boom des réglementations. Donc, de nouvelles réglementations, des nouvelles caractéristiques descriptives pour les portefeuilles, pour les instruments. À titre d'exemple, des codes comme le LEI qui vont arriver demain sont un exemple sur ce sujet-là. Le deuxième point, c'est aussi l'évolution de la gestion de portefeuille. Donc, c'est plus la même qu'avant. Vous avez différents types de gestion de portefeuille. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, la gestion ISR est un des exemples. Donc, quand vous faites de la gestion ISR, vous avez forcément besoin de données supplémentaires qui n'étaient pas existantes il y a quelques années de cela. Et donc, ça a contribué effectivement à accroître le volume des données consommées. Parallèlement à ça, on a assisté aussi à un comportement des fournisseurs de données. Alors, c'est un beau débat, c'est un débat qui est d'actualité d'ailleurs, puisque déjà, les fournisseurs de données ont changé les règles de consommation. Donc, la première chose, vous avez aujourd'hui une distinction entre ce qui est acquisition de données et distribution de données.
chose qui n'était pas existante avant. Et donc on se retrouve effectivement avec la nécessité de signer plusieurs contrats pour pouvoir effectivement utiliser les données comme elles se doivent. Donc généralement, dans le reporting, vous devez avoir ce contrat qui permet de distribuer la donnée. Et puis enfin, vous avez aussi le coût. Donc le coût n'est plus du tout le même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on le voit bien, et vous avez des organismes qui commencent à s'organiser justement pour essayer de contrecarrer cette augmentation de coûts. Mais néanmoins, on assiste quand même à une évolution des coûts. Alors à titre d'exemple sur cette fonction, ce qu'on peut voir notamment sur la partie performance, c'est l'évolution des coûts sur les fournisseurs d'indices. C'est-à-dire que depuis des années, on va dire au début des années 2000, on avait, je dirais, un grand fournisseur qui nous faisait payer les données, les autres étaient gratuits. Et puis aujourd'hui, en 2013, on se retrouve avec finalement une recrudescence des coûts sur cette partie indice. Alors pour l'instant, on est principalement sur les indices actions, quoique ça commence quand même considérablement sur la partie taux. Mais aujourd'hui, on se retrouve bien effectivement avec ce changement et cette mutation du comportement des fournisseurs de données. Alors, le besoin de rendre compte de plus en plus coûteux s'explique aussi par l'impact des technologies. Que s'est-il passé ? Il y a eu un avant 2000 et puis un après. Et puis à partir des années 2000, on voit qu'effectivement les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont poussé à l'informatisation et à la digitalisation du secteur de la finance. Donc, grâce à ça, effectivement, les fonctions reporting et performance ont bénéficié de nouvelles technologies qui leur ont permis effectivement de traiter un grand nombre de données, de fournir des reportings de plus en plus complexes, de répondre à une demande qui était de plus en plus précise. Mais pour autant, pour pouvoir réussir à faire tout ça, forcément, ça s'est accompagné d'une explosion des centres de coûts, notamment expliquée par le boom de la technologie. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, de se dire que finalement, on avait des besoins de reporting qui étaient de plus en plus précis et de plus en plus coûteux, restent les solutions à mettre en œuvre pour effectivement réussir à faire face à cette pression budgétaire et aussi cette pression réglementaire. Et donc les fonctions reporting ont bénéficié de différentes façons. Donc je dirais de deux façons. D'une façon indirecte, donc notamment au travers différents points tels que l'émergence des fonctions data manager. Donc ces fonctions qui sont là effectivement pour veiller à l'utilisation de la donnée et veiller au coût de ces données au sein des sociétés de gestion. Mais pas seulement, vous avez aussi la mise en place de référentiels centraux, se rendre compte finalement qu'on pouvait utiliser plusieurs fois la même donnée au niveau de différentes fonctions. Il était quand même intéressant de se poser la question, est-ce qu'il ne fallait pas centraliser finalement toutes ces informations au niveau d'un seul et unique référentiel qui permettrait de diffuser ces informations à l'intérieur du système d'information et permettant effectivement de mutualiser ces coûts. Enfin, vous avez la mise en place de Data Warehouse. Alors, la mise en place de Data Warehouse, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, ils sont bien présents au niveau des sociétés de gestion. Pour autant, on voit effectivement l'évolution de ces derniers pour faire face, enfin, même pas faire face, mais pour favoriser l'émergence de ce qu'on appelle la business intelligence, donc la BI, qui va avoir aussi pour conséquence de revoir le traitement des reportings au sein des sociétés de gestion et de pouvoir donner la main de plus en plus aux utilisateurs, aux investisseurs, aux clients pour pouvoir eux-mêmes mettre en place leur reporting. Alors de façon directe aussi, les fonctions reporting ont bénéficié, ont dû s'adapter, donc notamment au travers de l'adoption de formats standards, donc d'une part pour répondre aux exigences réglementaires, mais pas simplement, dans une optique de réduction des coûts. Donc vous voyez effectivement aussi la naissance d'un certain nombre de groupes de réflexion qui permettent d'aller vers ces formats standards. Donc pour citer, vous aviez eu le GRAP aussi sur la partie attribution de performance taux, vous avez eu le Club Ampère qui travaille à ce sujet, mais pas simplement, d'autres groupes y travaillent. Le deuxième point, c'est l'amélioration des processus de production et de contrôle. Donc effectivement, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire d'organiser la gouvernance de la mise en place de ce reporting et que certainement il y avait des gains à obtenir au travers de l'amélioration de ces processus. Le troisième point, c'est la mise en place d'équipes dédiées au service client. Ça, c'est indéniable. Et puis, aujourd'hui, on s'en rend bien compte. C'est-à-dire que l'optique est toujours de faire en sorte que le client se considère comme unique et donc de répondre le plus possible à son besoin. Donc, c'est l'un des objectifs des équipes dédiées. Et enfin, la rationalisation des outils et la suppression des cas particuliers, donc qui sont considérablement chronophages. Alors à travers ce dernier point, c'est pas de dire que finalement tout le monde
doit s'adapter et avoir le même reporting, c'est simplement de dire, à un moment ou à un autre, on doit effectivement avoir un catalogue de reporting qui est commun, et puis après, effectivement, sur la mise en place de ces reportings, effectivement, on garde quand même la capacité à fournir un reporting dédié à un client. Voilà. Je vous remercie.